et en commander s'il n'y en a pas. Pour vous donner des exemples, un enfilba, donc si la personne a une hypotension orthostatique et qu'elle a des bas de contention à la maison, si jamais il y a une perte de force au niveau des mains, on peut lui proposer un enfilba. Donc tout ça se fait suite aux mises en situation. Des déambulateurs, des cales, donc ça c'est vraiment pour la marche, et ensuite des aides au transfert ou des manutentions. Donc il va y avoir des guidons de transfert, des automax, ça dépend de quoi a besoin la personne. Pour vous donner des exemples, vous allez voir en haut à gauche donc des attelles, le fameux enfilba qui peut être proposé et laissé en chambre pendant l'hospitalisation de la personne, mais également une canne tripode, donc il y a aussi des déambulateurs, etc. Mais par faute de place, on a simplement mis la canne. Le coude au corps, s'il y a une fracture par rapport au niveau de l'épaule, si la personne est tombée et il y a un traumatisme, on peut déjà mettre ça en place directement. Et à droite, vous avez qui revient le plus souvent pour les patients, et ben on peut avoir de la brûlure, de la sensation de froid douloureux, des décharges électriques, des fourmillements, des picotements, de l'engourdissement, des démangeaisons. Et donc ça, c'est vraiment les terminologies qui reviennent les plus souvent. C'est pas parce que le patient exprime des choses différentes que ça ne peut pas être de la douleur neuropathique. Mais comme un test de dépistage, c'est un test statistique, c'est pour essayer de correspondre au plus grand nombre. Et ben, on a pris les descripteurs les plus fréquents. Et puis, à ces 7 descripteurs, comme on n'a pas vraiment eu de situation politique stable, ça a été un petit peu chaotique. Peut-être à partir de mars prochain, ça pourrait arriver. En tout cas, c'est le délai qu'on nous a donné pour l'instant. Ambitieux, on va essayer de faire synthétique et clair, de vous montrer à quoi sert le TENS et comment ça fonctionne, et quelle utilité vous pourriez en avoir par exemple. Donc le TENS, c'est cet appareil-là. Donc TENS, ça veut dire Transcutaneous Electrical Neurostimulation, donc neurostimulation transcutanée. On envoie une stimulation électrique à travers la peau. Ça marche avec un générateur, un boîtier, vous allez en voir d'autres types avec mes collègues, qui envoie un courant électrique via des fils ou sans fil dans certains cas, jusqu'à des autocollants qu'on met donc sur la peau, transcutanée. L'idée est que ce courant électrique-là, qui est très très faible, c'est sans commune mesure avec les pacemakers, etc., donc c'est pas dangereux, ça risque pas de, de faire de troubles du rythme cardiaque, des choses comme ça. On est sur de l'ordre du millivolt, donc c'est vraiment du millivolt, pardon. Donc c'est vraiment très très faible en termes d'intensité. L'idée est que, en utilisant ce courant électrique, dans l'endroit où le patient est douloureux, par exemple, je ne sais pas, la main, au niveau des pieds, au niveau du dos, on va faire ressentir au patient dans cette zone-là une sensation de vibration ou de fourmillement, plutôt agréable, dont l'objectif est, en gros, de masquer la douleur. Le cerveau est occupé à ressentir la sensation de vibration et de fourmillement, et on espère que ça puisse réduire, masquer une partie de la douleur qu'il ressent dans le territoire qu'on traite. Donc ça veut dire que ça marche essentiellement pendant qu'on utilise l'appareil. Il peut y avoir un effet quelques heures après, mais globalement c'est essentiellement pendant qu'on l'utilise. Et ça marche sur la zone qu'on traite, et pas ailleurs, du coup. Ok. Voilà.
dans l'idée, il y a des contre-indications, mais il n'y en a pas beaucoup à l'utilisation quand même, c'est les patients qui ont un pacemaker. Ça peut dérégler l'appareil, donc on évite de l'utiliser. S'il y a d'autres stimulateurs électriques aussi, même raison, c'est plus rare, mais pareil, on évite de l'utiliser parce que ça pourrait dérégler le reste de l'appareil. Sinon, il n'y a pas de franche contre-indication absolue. Il y a simplement des choses à éviter. On évite de coller sur l'avant du cou, parce que c'est un endroit qui est un peu sensible, qui peut déclencher des malaises vagos, des choses comme ça. Tout le reste du corps, on a le droit, même l'arrière du cou. Et chez la femme enceinte, on évite de le mettre sur le ventre. Théoriquement, c'est complètement contre-indiqué, mais en fait, on l'utilise couramment, sans danger, sur le reste du corps, mais pas sur le ventre. Voilà. Et donc, ça n'a pas de danger particulier. L'effet indésirable le plus fréquent, c'est une allergie à la colle qui est utilisée dans les électrodes. Comme ça pourrait être une allergie à un pansement ou à des collagènes particuliers, etc. Et chez certains patients, notamment de la douleur neuropathique, vous savez qu'il peut y avoir de l'allodynie. Quand on touche la peau, c'est douloureux, ou ça déclenche des fourmillements, etc. Et ben, l'appareil parfois peut redéclencher ces sensations-là dans la douleur neuropathique chez certains patients. Si c'est le cas, il ne faut pas insister. Ça va plus leur créer des désagréments qu'autre chose. Aussi avec un boîtier. Ça, c'est sur une traitement générique. Et donc moi j'utilise souvent un traitement générique. Et là en fait on choisit à quel endroit du corps on veut le mettre. Et par exemple. Mais qu'est-ce que ça représente une tonne de CO2? Est-ce que dans la salle, vous savez à peu près combien, en moyenne, un Français ou une Française émet en équivalent de CO2, tout Français qui habite en Europe? Donc je vais vous dire, mais déjà, qu'est-ce que ça représente? Une tonne de CO2, c'est l'équivalent de 7 millions de litres de robinet, mais également 2 000 litres d'eau en bouteille, ou 914 litres de bière, parce qu'il y a tous les process de fabrication. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au congrès de Tours, on nous a demandé de venir avec des gourdes, etc., pour économiser des litres d'eau en bouteille. C'est aussi l'équivalent d'environ 2000 repas végétariens ou végétaliens plus efficaces. En fait, c'est une fausseté. C'est autant efficace, sauf quand il y a des problèmes d'absorption et de la déglutition. Mais pour avoir un patient auquel il y a une meilleure efficacité en intraveineux, il faut traiter 1000 patients en péros. Donc vraiment, ça, dites-le bien à vos internes, c'est que, est-ce que tu es sûr qu'il y a besoin du paracétamol IV? On peut facilement le réduire, et ça de manière facile, et c'est énorme, parce que ça, c'est un des médicaments les plus prescrits partout dans les services d'hospitalisation en France. Les benzos, ça c'est un autre truc aussi. Il y a beaucoup, là on fait un peu plus de campagne sur les benzodiazépines, mais les benzodiazépines c'est hyper chiant, il y a plein de patients qui sont menés. Et en France on est le deuxième pays le plus consommateur de benzodiazépines. Normalement, l'indication c'est les prescriptions les plus courtes possibles pendant quelques semaines au maximum. Et alors que beaucoup de nos patients, notamment âgés, ont des benzodiazépines. Or, c'est associé à beaucoup d'augmentation de chute d'insuffisance respiratoire, de troubles cognitifs, de dépendance et de suicide, et on estime que c'est 1 850 € par patient à cause d'une chute en lien avec des benzodiazépines. Donc le grand problème, c'est qu'on n'arrive pas à les arrêter. Mais en fait, on peut les arrêter chez les patients qui ont ça sans raison connue, même si, en fait, évidemment, ils arrêtent, ça coutume, et en gros, si on les arrête brutalement, il y a un effet de sevrage, il faut dormir, ils sont irritables. Alors que si on reste progressivement sur 6 semaines, avec beaucoup d'éducation thérapeutique, en renforçant positivement les patients et les patientes et travaillant avec la médecine de ville, on peut y arriver et puis on y arrive. Les IPP, tout ce qui est benzoprazole, Nexium, etc. Quatrième classe médicamenteuse de la prescrite, c'est énormément coûteux parce qu'il y a beaucoup de patients qui ont ça au long cours. Or, les indications de les avoir au long cours sont extrêmement modérées. Pour les reflux, c'est 4 semaines ou 8 semaines au grand max. Pour les ulcères, c'est pareil. Et c'est tout. Et on arrête. Et c'est très rare de devoir les prendre au long cours. Or, on est des très bons prescripteurs de médicaments en France. Et donc, beaucoup de patients les ont au long cours. Et après, c'est hyper chiant d'arrêter parce que, pareil que les benzodiazépines, en essayant de les arrêter, il y a un effet rebond
Donc là, il faut essayer d'identifier à chaque fois si jamais c'est utile ou pas. Parce que parfois, les patients ne savent même pas pourquoi ils ont des IPP. Et dès que c'est possible, essayer de les déprescrire. Et ça, on a tous une responsabilité, prescripteurs, infirmiers, de le faire pour essayer de réduire, d'encourager nos patients d'arrêter s'il n'y a pas d'indication. Donc ça, c'est quelques exemples. Les antibiotiques aussi, on a eu un topo là tout à l'heure pour ça, mais en gros, on prescrit beaucoup trop d'antibiotiques. Et parfois, la plupart du temps, c'est des infections virales et c'est pas forcément nécessaire. Donc du coup, vraiment, il faut essayer de moins prescrire, mieux prescrire en réévaluant à chaque fois, et puis tenir compte de l'empreinte environnementale de la prescription. Quelques exemples, c'est qu'on peut, comme le paracétamol, privilégier la forme orale dans la plupart des situations. Plein d'antibiotiques, c'est exactement pareil. Le Bactrim, la levofloxacine, l'aspiramycine, le Flagyl, la clindamycine, même biodisponibilité en intraveineux et en péros. Or, c'est souvent des 15 fois ou 13 fois plus coûteux en énergie, en carbone et beaucoup plus cher. Pareil, il y a pas mal de situations où on peut réduire la durée d'antibiothérapie. Les pnéopathies simples, maintenant c'est 3 jours, si on vient de 3 jours, ils peuvent arrêter. Alors qu'avant c'était 7 jours, il y a plein de choses comme ça qui sont dans la réduction de la prescription d'antibiotiques. Il y a d'autres choses qui vous concernent beaucoup en termes de soignants, c'est souvent, parfois on prescrit 2 grammes de céfotaxime 3 fois par jour. Il y a des flacons, vous savez, de 1 gramme et des flacons de 2 grammes. Donc autant prendre directement le flacon de 2 grammes, ça réduit l'empreinte de 28%. Quand on prend directement le flacon de 2 grammes, pareil pour l'augmentin. Sachant que l'augmentin, si vous prenez 2 grammes d'augmentin, 1 gramme de 125, et ben c'est potentiellement dangereux parce qu'il y a trop d'acétylamine, ce qui est là avec l'amoxicilline. Alors que dans 2 grammes, ça reste 125 mg d'acétylamine. Pareil, il y a des débats sur la perfusion continue par rapport à la perfusion séquentielle, c'est pas forcément clairement défini. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire assez simples pour réduire in fine la consommation. Et alors, beaucoup, nous on est champions les internistes à faire des examens complémentaires, pas de prise de sang, des facteurs antinucléaires, etc. Et ça, c'est majeur, et en fait on s'en met trop compte. Donc là, récemment, on avait fait avec le groupe un espèce de petit tableau pour savoir si elle vous invite à le montrer à la prescripteur. Qu'est-ce que ça correspond ça, à chaque fois que vos internes, vos médecins prescrivent tous les jours une bio, déjà pour vous c'est hyper cher. Ça aide nous retenir quand vraiment on n'a aucune suspicion clinique d'un truc, d'une embolie pulmonaire ou des choses comme ça, de ne pas faire de scanner de manière un peu systématique. Et ça, c'est on est assez champion pour prescrire, mais si on se rend compte à la fois du prix, souvent c'est pas facile à faire changer des habitudes, mais il faut qu'on le fasse. Quelques exemples concrets, je vais vous faire un mini truc, ce qu'on a fait là cette année dans notre service. C'est un projet de prise d'engagement collectif, il y a ça surtout dans quelques hôpitaux. C'est dans notre service, on a 32 lits, puis on a juste fait ensemble avec les internes, les infirmiers, les aides-soignants et les seniors, une sensibilisation comme ce que je vous fais aussi. Et puis des affiches, là vous reconnaissez le paracétamol, les IPP, les benzos. Et on a essayé de vraiment faire un défi. On essaie de diminuer notre consommation, on va évaluer tout ça avec des objectifs qu'on s'était fixés, moins 15% de paracétamol intraveineux, moins 10% de bilan biologique. Donc qu'est-ce qu'on a fait? C'est que là par exemple, sur 250... Et j'ai eu envie de faire évoluer mon métier. Donc je me suis intéressée dans un premier temps au métier de la recherche clinique, donc à travers Internet et des podcasts. Dans un premier temps, parce que c'est une discipline qu'on ne rencontre pas dans les années d'études, qu'on ne connaît pas vraiment dans les services de soins non plus. Et après, j'ai eu la chance de faire une journée en immersion de découverte avec un autre infirmier de recherche clinique, et c'est ce qui m'a convaincu du coup de postuler sur l'équipe de renforcement de l'investigation clinique. Donc, je suis infirmière de recherche clinique depuis maintenant 1 an et demi en médecine immunoclinique. Donc avant de préparer cette présentation, j'ai effectué en fait un petit sondage auprès de mes anciens collègues, d'autres soignants de service, et à savoir en fait que faisait l'IRC au sein d'un service. Et donc j'ai eu des réponses bien intéressantes que je vous partage. Donc pour certains, je fais des recherches dans des articles et je rédige des articles. Pour d'autres, je suis là pour tester des nouveaux médicaments. Je participe à l'élaboration et au suivi des protocoles de recherche. Pour
certains, je dépose et récupère les consentements et les tubes de sang prélevés dans les services. Alors certains m'imagine travailler avec un microscope. Je gère le recueil de données en collaboration avec le médecin référent. Je collecte et rassemble les données et pour plein d'autres, ils n'en avaient aucune idée. Pour vous parler de mon métier, je vais déjà vous présenter ce que c'est un peu la recherche clinique. Donc la recherche clinique, ça va regrouper tous les essais qui vont évaluer les effets, la tolérance, la sécurité, l'efficacité des traitements, des médicaments, des dispositifs médicaux, mais aussi des méthodes de soins sur l'être humain. Donc on va retrouver deux grandes familles, des études institutionnelles qui là vont être proposées par d'autres établissements hospitaliers, et des études industrielles qui là vont être proposées par des laboratoires pharmaceutiques. Au sein de ces deux familles, on va retrouver des études interventionnelles où là, en fait, comme le nom l'indique, on va intervenir sur la prise en charge du patient en plus du soin courant. Et on a aussi les études non interventionnelles, dites observationnelles, où là, on va suivre le patient dans le soin courant et on ne va pas modifier sa prise en charge. La recherche clinique, ça ne s'improvise pas. Ça suit un protocole qui est bien détaillé et ça respecte un cadre législatif qui est indispensable évidemment pour protéger les patients, pour la sécurité des patients et aussi pour garantir une validité des résultats. J'insiste sur le fait qu'en fait, on a toujours l'impression que la recherche clinique, c'est tester des médicaments. Sauf qu'on est loin de tout ça. C'est pas, moi, en tout cas, en ce qui me concerne en médecine, c'est pas la majeure partie de mes études. Pour vous donner quelques exemples, par exemple, on va avoir une étude en ce moment sur des patients qui sont atteints d'une artériite à cellules géantes, qui sont sous tocilizumab depuis à peu près 1 an. Et on va tester 2 méthodologies d'arrêt, donc des arrêts immédiats versus des arrêts progressifs. Et on va suivre le patient sur environ 1 an et voir s'il y a rechute ou pas sur leur maladie. On a une autre étude aussi dont le docteur Ferreira est médecin investigateur, qui est EGR2, qui est le suivi des patientes au cours des maladies rares, mais suivi sur la grossesse. Donc voilà, on va regarder l'impact que peut avoir la maladie sur la grossesse et la grossesse sur la maladie. C'est des femmes qu'on suit pendant tout le déroulement de leur grossesse, à 6 mois et à 12 mois. Voilà, donc quelles sont les missions? Les missions, du coup, elles vont être sur tout le déroulement de l'étude au sein du CHU. Donc ça va démarrer par une étude de faisabilité. L'étude de faisabilité, c'est le moment où le promoteur, celui qui va proposer l'étude, va se renseigner à savoir si l'étude est possible au sein de notre service, si l'organisation institutionnelle permet un bon déroulement de l'étude, si on a un potentiel patient, etc. À ce moment-là, mon rôle, c'est d'étudier le protocole et de répondre aux questionnaires qui vont nous envoyer avec le médecin investigateur. Le médecin investigateur, c'est le médecin qui est référent dans le service sur l'étude. Ensuite, si la faisabilité du coup est validée, on va signer une convention entre le promoteur et le CHU. Et là, à ce moment-là, mon rôle, ça va être de vérifier ce que l'on appelle la grille des surcoûts. La grille des surcoûts, c'est une tâche qu'on effectue avec un service collaborateur et c'est un tableau récapitulatif de l'ensemble des actes propres liés à l'étude et ça permettra dans un second temps la facturation. L'étape suivante, ça va être la mise en place de l'étude. Donc la mise en place de l'étude, c'est le moment où le promoteur va venir sur site et on va organiser une réunion avec tous les intervenants de l'étude et le promoteur va nous présenter l'étude et voilà, on va discuter de l'organisation à ce moment-là. Donc là, pour moi, il est important que je rédige en fait ce qu'on appelle dans le jargon nos feuilles de route. Nos feuilles de route, c'est des documents personnels qui vont acter, qui vont détailler tous les actes qu'on aura à faire sur toutes les visites, l'ensemble des visites et toutes les données que l'on aura à récupérer. Il faut vraiment que ça soit complet et bien organisé en amont, sinon on risque d'avoir des oublis.
Une fois qu'on a le feu vert, on va passer à la période des inclusions et de suivi des patients. Cette étape-là, elle est bien définie, ça peut aller de quelques semaines à plusieurs années. Pendant cette phase, on a une retranscription évidemment des données de l'étude, des données patients, de manière anonymisée sur des bases qui sont vraiment dédiées pour l'étude. Tout au long. Donc si je dois résumer, voilà, j'ai une mission évidemment de coordination et de collaboration. L'infirmier de recherche clinique dans un service, c'est la personne un peu centrale sur tous les intervenants de l'étude. Donc évidemment avec le médecin investigateur, qui est le médecin référent sur l'étude, avec le patient. Donc les patients signent tous un consentement pour entrer dans des études. Donc et c'est des patients qu'on peut suivre pendant, par exemple, on peut les voir tous les mois pendant plusieurs années, donc on a quand même une relation un peu privilégiée avec eux. Évidemment, on a des relations régulières avec le promoteur de l'étude, avec la pharmacie si l'étude concerne un médicament, avec la promotion externe. La promotion externe, c'est un service que je vous ai parlé tout à l'heure, qui est là pour aider, pour s'occuper des conventions et également de la facturation. Donc on travaille beaucoup également avec eux, avec le centre de ressources biologiques, qui est un laboratoire qui est dédié aux essais cliniques et avec les autres laboratoires classiques du CHU. Et après, avec d'autres professionnels qu'on peut retrouver sur des études. En médecine, moi je travaille beaucoup avec des diététiciens et personnes de l'imagerie. Voilà, et donc à côté de ça, je vais avoir une mission logistique avec l'ensemble de la planification de toutes les visites, donc visite patient, visite des examens, et après voilà, tout ce qui est monitoring, les mises en place, etc. Ça passe souvent par moi. La gestion des kits et du matériel qui peut être fourni par les promoteurs, par certains promoteurs, tout ça c'est évidemment sous ma responsabilité. Les bonnes pratiques cliniques, c'est une formation qu'on fait en ligne, que tout le monde peut faire, qui est accessible en tout cas à tous, où on va valider des modules pour obtenir un diplôme. Ces DPC sont à renouveler tous les 3 ans. En ce qui concerne les compétences, je ne vais pas les détailler parce que c'est des compétences qu'on a déjà normalement un peu développées quand on est infirmier dans les services de soins. Et uniquement, je vais vous parler des formations. Donc les BPC à renouveler tous les 3 ans. Évidemment, la maîtrise de tout ce qui est outils bureautiques, Word, Excel, c'est des choses qu'on utilise tous les jours. La maîtrise de l'anglais, tous les protocoles sont en anglais. Donc voilà, après, on utilise DeepL ou Google Traduc. Et pour finir, il est possible de se former au diplôme universitaire de formation des assistants de recherche clinique et techniciens en autoclinique. Évidemment, c'est fortement conseillé parce que voilà, ça complète nos connaissances, mais ce n'est pas obligatoire en tout cas pour exercer. Voilà, merci. Ces années, face à une problématique dans notre unité où les infirmières nous disaient régulièrement qu'elles étaient en difficulté pour poser des webinars périphériques et on cherchait comment améliorer ce soin. Puis on a participé en 2018 au congrès de la SNFMI sur Grenoble à l'époque et on nous avait présenté l'utilisation de l'échographie qui était utilisée dans certains services d'urgence. Avec Perrine, déjà à l'époque, on s'est dit tiens, c'est intéressant comme idée. Et donc on a réfléchi un petit peu, on a fait de la vidéo, on a regardé, il n'y avait rien qui existait dans les services de MCO. Et comme par hasard, comme l'image le représente, on a eu l'impression que les planètes se sont alignées. Et juste à ce moment-là, il y a eu un appel d'offres dans notre établissement pour financer des projets paramédicaux. Donc on a tenté, on a répondu et on a été retenus et c'était parti pour une belle aventure et on a embarqué toute l'équipe. Une aventure qui quand même était un peu tumultuelle, parce qu'on a commencé en juin 2019 pour répondre à l'appel d'offres. Il fallait d'abord faire une intervention, ensuite on a déposé un protocole bien rédigé, comme l'a dit ma collègue précédente, c'est très réglementé. En fait, la recherche, il faut bien tout détailler.
On a réussi à obtenir un budget de 30 000 € qui nous a permis essentiellement d'acheter l'appareil d'écho. Mais ce n'était pas fini. Après, il a fallu avoir l'accord d'une commission de protection des patients. Et il a fallu encore attendre 1 an avant que le service du biomédical de notre établissement finisse par accepter qu'on puisse avoir l'appareil dans notre service. Et donc tout ça, ça nous a fait qu'on arrive en mars 2021 et accessoirement, en même temps, il y a une pandémie mondiale. Alors, nos objectifs. On a essayé de se fixer des objectifs assez simples. En faisant la vidéo, on s'est rendu compte que c'était quand même une technique utilisée de façon assez quotidienne dans les services de soins critiques et dans les services d'urgence et qui avait montré son efficacité dans la pose des cathéters. Donc notre principal objectif, c'était de faire aussi bien et donc de réduire le nombre de tentatives de pose grâce à l'appareil d'échographie. On s'est fixé aussi quelques objectifs secondaires, donc essayer d'éviter le recours à une deuxième infirmière, que ce soit une infirmière plus expérimentée dans le service, ou une infirmière anesthésiste, ou encore un réanimateur pour mettre une voie veineuse centrale. L'objectif, c'est d'améliorer peut-être aussi le calibre du cathéter, on pourra mettre des cathéters plus gros, perfuser en site plus adapté, et puis diminuer les complications. On s'est aussi interrogé sur la durée de pose du cathéter, parce qu'il faut quand même sortir l'appareil d'écho, le brancher. Ça prend du temps et on voulait voir ce que ça donnait dans la pratique quotidienne. On a aussi quelques objectifs secondaires en lien avec la communication thérapeutique, le vécu du patient et aussi le vécu des soignants. Une fois qu'on a fait toutes les procédures administratives, on s'est lancé dans la phase de formation. Ça nous a pris énormément de temps. Pour pouvoir faire la phase de formation, il nous a fallu donc avoir ce fameux échographe. Ça a été un long combat. Une fois qu'on l'a eu, on n'avait pas besoin vraiment de matériel supplémentaire, on a utilisé les cathéters veineux standards de notre service, on s'est juste approvisionné en gel sérieux. On avait une sonde adaptée à haute fréquence fournie avec l'appareil d'écho. Il a fallu se former à une nouvelle technique, pas seulement utiliser l'appareil d'écho pour mettre les cathéters, mais utiliser l'appareil d'écho et l'apprivoiser juste lui-même. Pas facile quand on n'en a jamais fait, de synchroniser ses mouvements avec les sondes, se forcer à regarder l'écran, pour une fois, regarder que l'écran et pas le patient, et puis s'orienter dans l'espace, pas trop appuyer sur sa sonde pour pas collaber la veine. Donc ça a pris pas mal de temps. Ensuite, on a revu un peu l'anatomie et puis on s'est lancé dans le repérage des veines. Donc la veine, elle est assez facile à identifier, c'est la petite structure hypoéchogène que vous voyez en haut. Quand on appuie avec notre sonde, on arrive bien à l'écraser. Donc ça, les infirmières ont appris à la repérer. Et puis aussi à éviter les pièges et pas à éviter de cathétériser cette petite artère bien pulsative que vous voyez en haut à droite. On a eu aussi quelques difficultés dans le choix de la technique. On nous avait fait une formation théorique avec une certaine technique qu'on a du coup abandonnée en cours de route et on a choisi une technique qu'on appelle avec une coupe hors plan, petit axe. En fait, on ne va pas dérouler la veine dans sa longueur, mais on va la couper en axe sagittal et on va essayer de repérer non pas la totalité de l'aiguille, mais juste la pointe de l'aiguille et l'amener au sein de la lumière de la veine et ensuite cathétériser. On s'est plutôt amélioré dans le programme de formation. Et au-delà de l'aspect technique qu'on nous demande d'utiliser l'échographie, on voulait vraiment aussi agir sur le soin qualitatif, parce que souvent les patients qui sont difficiles à piquer, ils ont aussi des douleurs ressenties avec ce geste, et on voulait aussi travailler là-dessus. Donc on a axé sur la communication thérapeutique. Je vais faire court puisqu'on a eu un bel atelier ce matin qui reprend un peu les mêmes choses. La communication thérapeutique, c'est le langage de l'hypnose. Vous avez pu le tester ce matin, c'est le pouvoir de suggestion en fait, qui est utilisé pour essayer de décaler le patient de sa réalité à l'instant T et lui faire vivre mieux ce qui se passe autour. Donc nous, on a été formés par une IAD, une infirmière anesthésiste qui était reconnue sur l'établissement. Et en fait, c'est quelque chose qui, c'est pas on-off, enfin, il faut que le langage devienne très fluide, que ça soit dans le quotidien. C'est basé sur les mots, comme vous avez vu tout à l'heure, c'est pas n'ayez pas peur, mais c'est plutôt soyez rassurés. On a plein d'automatismes quand on est soignant de mots qu'on utilise et on ne se rend pas compte de la portée qu'ils peuvent avoir quand on parle
du pied à perf, ça nous arrive à tous de parler de la potence. En fait, la potence, le patient, il voit le pendule, donc ça ne renvoie pas du tout aux mêmes éléments. Donc il a fallu vraiment apprendre ce changement de langage en même temps que le côté technique. Et du coup, on a fait une séance de rappel juste avant de mettre en place notre étude de comparaison. Et durant cette phase d'apprentissage, on s'est bien rendu compte que la communication, en fait, elle n'était pas juste au moment du geste, mais elle commençait avant la pause. Parce que comme c'était une étude de recherche, il y avait un consentement à faire remplir. Donc c'était à ce moment-là que déjà l'infirmière qui avait proposé l'étude pouvait voir comment était le patient, s'il était plutôt méfiant ou plutôt intéressé de participer et de rechercher quelques billes en fait pour commencer après cette communication. Et au moment de l'installation, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est un gros appareil qu'on installe qui est dans la chambre du patient. Et du coup, l'infirmière commençait vraiment à discuter. Puis souvent, on utilisait le terme, vous savez, l'échographie, c'est comme une femme enceinte pour voir le bébé. Alors ça marche super bien sur toutes les dames parce que ça rappelle des souvenirs. Mais j'ai l'exemple d'une situation où c'était un patient antillais et puis l'infirmière lui avait parlé de ses souvenirs et il lui a parlé d'une partie de pêche. Alors c'est très rigolo parce que j'ai assisté à l'atelier ce matin et la dame avait aussi la partie de pêche. Ce patient, elle a amené sur son bateau, en fait, en train de pêcher, puis tout d'un coup, il a eu chaud. Donc, elle a fait plonger dans l'eau, et puis nager au milieu des poissons de toutes les couleurs. Et puis, tout d'un coup, il y avait un poisson avec vraiment une écaille, une épine tout au bout qui est arrivée. Et puis, on avait assez. Donc, il est remonté sur le bateau, et puis après, il est rentré chez lui, il a cuisiné son poisson. Donc, elle a fait travailler tous ses sens aussi. Et gentiment, elle l'a ramené dans sa chambre d'hôpital. Et puis le patient lui a dit, bon, ben, on a bien discuté, mais quand est-ce qu'on fait le soin? Et en fait, c'était fini. Le patient, au moment où il y a eu l'épine du poisson, c'était juste l'aiguille du cathéter qui était en train d'être mis en place. Donc vraiment, ça marche très bien. Le flowchart, alors c'était donc notre étude, il a fallu une longue phase d'apprentissage parce qu'on ne voulait pas avoir un biais de dextérité pour pouvoir faire notre comparaison. Donc on avait émis qu'il fallait réussir 15 poses de cathéter sous écho et communication thérapeutique pour que le soin soit dit maîtrisé. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est très réglementé. On ne voulait pas non plus qu'il y ait un biais de sélection de nos patients. Donc pendant tout le temps de l'étude, on a comptabilisé la totalité des cathéters qui ont été posés, soit 1466 cathéters. Je m'en souviens bien, je les ai tous comptés. Il y en avait, notre étude a duré 17 mois. Et sur tous ces patients, il y en a beaucoup qui ont dû être exclus parce qu'on avait mis des critères de non-inclusion assez restrictifs au moment où on a écrit, notamment qu'on ne pouvait pas réinclure 2 fois le même patient et des fois, durant la durée d'hospitalisation, on peut être amené à refuser 2 fois le patient. Bon, du coup, sur la totalité, on en a eu 297 qui ont été randomisés et ces 297 patients, ils ont été soit pris en charge par un groupe qui n'avait pas été formé à l'échographie, soit par un groupe qui a été formé à l'échographie et à la communication thérapeutique. Au départ, c'était 6 infirmières, mais en 17 mois, l'équipe a quand même bien bougé, donc on a dû refermer 2 infirmières de plus. Et faire évoluer un petit peu en faisant des annonces, mais au total, on a 18 infirmières qui ont participé aux inclusions. Alors, on a eu la chance de travailler avec un statisticien, comme c'était en répondant à un appel d'offres, on a été quand même aidés. On n'a pas les résultats définitifs parce qu'il a fallu s'assurer que la base de données était bien réglo, donc ça a pris beaucoup de temps, donc on a quelques éléments de résultats avec le statisticien nous a donné. On a essayé de designer au mieux l'étude et puis on s'est quand même rendu compte avec les premiers résultats que très rapidement on a eu un biais de randomisation et que les infirmières formées étaient plus facilement sollicitées pour mettre les KT aux patients difficiles. Donc en fait on n'a pas une population strictement identique et on a un groupe dans le groupe intervention finalement les patients ont des critères de voie veineuse périphérique difficile, alors que dans le contrôle, c'est plus simple. Donc nos résultats ne sont pas significatifs, sauf si on a juste... Et oui, on a basculé en protocole de coopération.
vous commente en même temps parce qu'on n'entendra peut-être pas bien le son. Donc voilà, c'est l'installation qui est en chambre avec la désinfection classique d'une pose de voie veineuses chronique. Donc on entend le ton de la voix qui est utilisé aussi. En ce moment, je travaille pas, c'est évident. Parce que vraiment, du coup, le tube, je vais poser ça. Suspense. Son écran avec la veine, comme il a pu tout montrer Émile. Et en fait, l'infirmière voit l'aiguille qui pénètre dans le centre et puis monter son caté et c'est fini. C'est vraiment très rapide. Cette infirmière-là, elle les pose en 30 secondes actuellement. Merci beaucoup. On dit souvent que c'est une période difficile, c'est-à-dire que ça demande du temps. Mais en fait, la recherche paramédicale, c'est avant tout pour s'améliorer, pour faire évoluer aussi les pratiques soignantes. Alors plus précisément, en fait, la recherche paramédicale, c'est un défi en matière de santé. Parce que quand on fait de la recherche paramédicale, ça s'intéresse aussi à l'accès aux soins, aux maladies chroniques, à la prévention, aux places des usagers, et ça permet de répondre aussi aux attentes des patients. Alors c'est en plein essor depuis ces 20 dernières années, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau que je suis en train de vous présenter, et ça a permis aussi de faire évoluer la posture soignante, parce que en fait ça a renforcé la place du professionnel dans le système de santé, et en même temps ça lui a donné de l'autonomie professionnelle. Alors c'est vrai que ça permet de participer aux mutations de la société, mais en même temps parfois on manque d'expérience, on manque d'outils. Alors comme je vous le disais, ça fait près de 20 ans qu'on a pris conscience que la recherche paramédicale, c'était en fait un véritable défi, un véritable enjeu. D'ailleurs, Dahl, en 2009, dans le Medical Care, expliquait, il démontrait clairement que l'engagement d'infirmières formées au meilleur niveau n'est pas un coût supplémentaire, mais un investissement fructueux. Et c'est ce à quoi a répondu l'universitarisation des professionnels et qui a permis en fait d'accéder au grade LLB. Parce que comme l'expliquait Aiken en fait dans le JAMA en 2002, un effectif infirmier formé à un haut niveau universitaire, ça permet quoi? Une influence positive à la fois sur le taux d'infection nosocomiale, iatrogène, sur la mortalité post-op, sur le niveau d'oncologie et bien-être des patients, l'évaluation de la douleur, la prévalence et l'importance des complications, la durée des hospitalisations et les hospitalisations itératives. Alors pour nous les paramédicaux, c'est vrai qu'il faut qu'aujourd'hui on se saisisse de ce contexte qui nous est favorable. La réforme de 2009, ça fait déjà quelques années, a introduit la recherche comme un élément clé de la formation infirmière.
Ça vise à renforcer le lien entre la théorie et la pratique, et cette évolution valorise les compétences scientifiques des infirmiers pour améliorer la qualité des soins. La formation a donc rejoint le cadre du système LMD en réponse au processus de Bologne qui avait été signé en 1999. Cette intégration a permis de confédérer au grade de licence le diplôme d'état d'infirmier et de structurer les études. L'accès à la recherche est donc devenu un enjeu majeur de cette évolution. En 2009, le ministère de la Santé a traduit cette volonté de promouvoir la participation des infirmiers à la recherche en créant le programme hospitalier de recherche infirmière, qui a ensuite été élargi aux professions paramédicales en 2010. En 2016, la Grande Conférence de Santé encourage la recherche des professions paramédicales à pouvoir devenir comme les professions médicales, à accéder à la recherche sans avoir à changer de voie. Tout cela renforce alors la nécessité de baser sa pratique sur des résultats probants. La pratique fondée sur des preuves a été largement discutée. Plusieurs auteurs affirment que cette pratique permettrait d'actualiser les pratiques et serait par voie de conséquence source d'amélioration de la qualité des soins, en facilitant le transfert des savoirs de la recherche à la pratique. Ceci engage alors notre responsabilité. On a aussi eu des évolutions au niveau de notre métier. Donc en 2018, la création du métier d'infirmière en pratique avancée, qui a un temps dédié à la recherche. En 2019, on a aussi la chance qu'une section sciences de la rééducation et de réadaptation et de sciences infirmières ait été créée au niveau des universités. Et en 2015, il y a eu la création et la mise en place d'une commission nationale des coordonnateurs paramédicaux de la recherche, avec une publication du livre blanc en 2022 pour que les professionnels intéressés par la recherche puissent s'appuyer et trouver des ressources. Donc un petit focus sur le PHRIP, c'est une circulaire qui date du 28 septembre 2009, qui a donc été élargie en 2010 aux professions paramédicales. Et chaque année, il y a une instruction en fait, qui finance des projets. Alors après, il y a d'autres appels d'offres et d'autres possibilités de financement. Mais l'objectif du PHRIP, c'est de soutenir le développement de la recherche en soins et l'amélioration des pratiques professionnelles, de développer un potentiel de recherche en France dans notre domaine des soins infirmiers et paramédicaux, de viser une validation, une comparaison d'actes innovants et de favoriser la construction de connaissances sur des soins dispensés pour permettre une amélioration des pratiques. Donc au CHU Tours, on a une politique institutionnelle en fait, qui soutient le développement de la recherche paramédicale grâce à une direction des soins qui est impliquée. Ça fait vraiment partie intégrante du projet de soins de l'établissement autour de 3 axes qui sont de contribuer à la personnalisation du parcours patient, d'accompagner les pratiques cliniques des professionnels et des paramédicaux, et aussi de promouvoir la recherche et l'innovation paramédicale. On bénéficie aussi d'un accompagnement des projets par et pour les paramédicaux. On est accompagné, on est aussi guidé par une équipe dont on va vous parler après. Et on travaille aussi en étroite collaboration avec la direction de la recherche. Et on a aussi une cellule d'aide au montage des projets qui est là en appui pour nous aider à monter ces projets de recherche. Alors concrètement, la recherche paramédicale au CHU Tours, ça s'organise comment? Il y a un profil qui est effectivement piloté par la direction des soins qui se décline en 4 groupes de travail qui, dans son sein, accueillent effectivement des paramédicaux, soit cadres, infirmiers, ou bien encore parfois aides-soignants, ou infirmiers en recherche clinique. Donc 4 groupes, comme je le disais, un qui est plutôt chargé de la publication des articles, un autre de l'accompagnement des projets de recherche, le troisième sur la sensibilisation et la formation des professionnels paramédicaux à la recherche paramédicale, et la promotion de la recherche paramédicale qui organise une fois par an donc les journées de la recherche notamment, et qui se charge aussi de la publication de la plupart de nos ouvrages. Donc 4 groupes, un pilotage via la direction des soins, 4 groupes qui accompagnent chacun des professionnels. Et donc nous avons mis en place